Bonjour, bonsoir mes chers étudiants. Dernier cours de chimie minérale pharmaceutique du programme arrêté pour cette année. Donc on va voir les éléments essentiels et les médicaments inorganiques. Ce cours il va être scindé en deux parties. Dans la première, on va s'intéresser au rôle des éléments essentiels à la lumière de la chimie bien sûr au niveau de l'organisme. On va aussi définir ce que c'est un élément essentiel, ce que c'est un oligoélément, etc. La deuxième partie, elle va s'intéresser à l'utilisation, quels sont les éléments chimiques et les composés inorganiques qui sont utilisés comme tels pour leurs propriétés pharmacologiques et physico-chimiques dans le domaine thérapeutique. Et on va commencer donc tout d'abord par le rôle des éléments essentiels et des oligoéléments dans notre organisme. Tout d'abord, quelques définitions, en commençant par les éléments essentiels. Donc, qu'est-ce qu'un élément essentiel? Pour qu'un élément soit considéré comme tel, il faut qu'il réponde à trois conditions. La première, c'est que cet élément doit être présent chez le vivant à une concentration relativement constante, c'est-à-dire que le principe d'homéostasie va s'appliquer donc au mécanisme d'absorption, de diffusion et d'utilisation et d'élimination de cet élément. La deuxième condition, c'est que si on retire cet élément d'un organisme vivant, des anomalies physiologiques, l'apparition d'anomalies physiologiques est inévitable. La gravité de ces anomalies va dépendre bien sûr de la durée de la carence, de l'absence de l'élément de l'organisme et bien sûr de la nature de l'élément en question. On peut même se permettre à dire que dans l'absolu, certains éléments sont bien sûr plus essentiels que d'autres. Les anomalies physiologiques provoquées par la carence ou l'absence de cet élément au niveau de l'organisme, et ça c'est la troisième condition, pourra être corrigée avec le simple apport de l'élément manquant. Actuellement, on reconnaît 25 éléments essentiels qu'on va répartir entre les éléments majeurs et les éléments traces. Donc, comme vous le voyez, les éléments majeurs vont être l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène, le phosphore, le soufre et voilà. Donc ça, c'est les éléments essentiels majeurs auxquels on va ajouter le sodium, le potassium, le magnésium et le calcium. Parmi les anions, on va trouver le chlore sous forme de chlorure. Les autres éléments seront donc considérés comme des éléments traces. Et tout ceci, bien sûr, est en raison de la teneur ou bien plutôt de cet élément dans notre organisme. Donc les éléments majeurs sont les éléments qui représentent chacun plus de 1% de la masse corporelle et ils sont au nombre de 11 qu'on vient de citer. On peut, par rapport aux éléments majeurs, on peut les répartir, les classer en éléments majeurs non métalliques et en éléments majeurs métalliques. Les éléments majeurs non métalliques sont principalement des éléments structuraux, c'est-à-dire c'est grâce à ces éléments que le corps, que l'organisme, c'est-à-dire ça va constituer la matière organique, la matière vivante, donc tout ce qui est protéines, les glucides, les graisses, les acides gras et bien sûr tous les dérivés de composés organiques qu'on trouve dans notre organisme, bien sûr. Donc, ils constituent la grande partie de la matière vivante, les acides aminés, protéines, lipides, glucides, ADN, etc., etc. Et les éléments majeurs métalliques, quant à eux, et qui sont au nombre de 4, ça va être le sodium,
ça va être le potassium, le calcium, le magnésium. Ils vont maintenir notamment l'équilibre osmotique et les fonctions de polarisation. Le calcium est par ailleurs l'un des composants du squelette. Donc voici les éléments qui représentent la quasi-totalité de la masse corporelle. Donc éléments majeurs non métalliques, éléments majeurs métalliques. Les éléments majeurs non métalliques, donc ils ont un rôle structural, donc ils vont constituer la plus grande partie de la matière vivante. Et quant aux éléments majeurs métalliques, donc ils maintiennent les fonctions de polarisation. Donc s'ils entrent directement dans le domaine de l'électrochimie physiologique et bien sûr l'équilibre osmotique. Maintenant, les éléments traces, ou ce qu'on appelle les oligo-éléments. Les éléments traces sont des éléments essentiels qui vont représenter moins de 0,1% de la masse corporelle. Ils sont au nombre de 14. Aussi, on va les répartir en éléments traces métalliques et en éléments traces non métalliques. Les éléments traces métalliques sont le vanadium, le chrome, le manganèse, le fer, cobalt, nickel, cuivre, zinc et le molybdène. Ce sont tous des éléments du bloc, des métaux du bloc D. Et les non-métaux traces qui sont le bore, le silicium, le sélénium, le fluor et l'iode. Bien sûr, ces éléments, notamment le fluor, le silicium et le bore, il existe jusqu'à aujourd'hui, des contradictions entre les données qui suggèrent leur caractère essentiel et les éléments qui suggèrent leur caractère qui n'est pas forcément essentiel. Tout simplement parce que certains oligo-éléments peuvent être essentiels pour une espèce vivante sans l'être pour une autre. Exemple pour le bore et le silicium. Leur caractère essentiel, par exemple pour certains types de plantes, il est indéniable, tandis que pour des êtres vivants et notamment les humains, leur caractère est toujours le caractère essentiel de ces éléments est toujours à discuter. Le rôle de certains oligo-éléments n'a pas été encore élucidé. Et ceci dans notre cas de figure, le cas du chrome par exemple, où on ne sait pas exactement, on sait qu'il existe dans l'organisme, on sait qu'il est essentiel, mais on ne sait pas exactement précisément, on ne sait pas avec précision son rôle. Parlons maintenant de la toxicité des éléments. Donc la toxicité d'un élément va répondre plutôt à la règle de Paracelse qui dit que tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Donc là, on va associer la notion de dose avec la notion de toxicité. Et il est vrai qu'en fonction de la dose d'un élément, l'organisme va répondre différemment. On peut avoir trois types de réponses qui vont, c'est-à-dire en fonction du dosage de l'élément essentiel. Tout d'abord, on va avoir une réponse optimale lorsque l'apport en cet élément il est optimal, ni trop élevé ni trop bas. Si la dose elle est trop faible et si l'apport est insuffisant, lorsqu'on est devant une situation de carence, là également, on va avoir une perturbation des fonctions physiologiques qui peuvent être plus ou moins graves et qui peuvent durer, c'est-à-dire plus ou moins graves en termes de durée, en termes de gravité propre. Et on peut également être dans une situation de toxicité lorsque l'apport est élevé. Maintenant, la troisième réponse qui est la plus défavorable, donc c'est la mort tout simplement, si l'apport il est trop faible ou bien s'il est trop élevé. On va parler maintenant des métaux toxiques. Un métal peut être toxique pour deux raisons. Et là, on va observer les choses avec l'œil d'un chimiste. Tout simplement, les métaux sont toxiques lorsqu'ils présentent des similitudes avec des éléments qui sont essentiels, notamment lorsqu'ils sont à l'état ionique.
On va prendre l'exemple du thallium qui va entrer en compétition avec le potassium, du cadmium avec le calcium, ou bien par exemple de l'anion arséniate avec l'anion phosphate. Là, vous voyez un petit peu que la similitude, elle va se poser au niveau du rayon. Donc le thallium, il y a un rayon similaire à celui, proche à celui du potassium. Donc il va entrer en compétition avec lui sans qu'il puisse jouer le même rôle que le potassium, n'ayant pas ces mêmes propriétés chimiques. La même chose pour le cadmium et le calcium, qui ont des rayons pratiquement équivalents, des rayons ioniques pratiquement équivalents. Le deuxième point par rapport à la toxicité, c'est qu'un élément, un métal peut être aussi toxique lorsqu'ils ont une grande affinité pour certaines molécules endogènes, notamment celles qui ont plusieurs groupes thiol, dont ils vont inhiber l'activité. Là, c'est l'exemple du mercure. La toxicité du mercure provient de sa très grande affinité chimique par rapport au groupe thiol. Et donc, il va perturber toutes ces molécules et arrêter leur, comment dirais-je, tout en bloquant c'est-à-dire leur fonctionnement dans notre organisme. Selon le potentiel ionique, on va donc distinguer les éléments à faible potentiel ionique, les éléments à potentiel ionique intermédiaire et les éléments à potentiel ionique élevé. Et les éléments à potentiel ionique faible, représentés principalement par les métaux alcalins
mais également par les halogénures, notamment les chlorures. Ces ions-là ne vont pas se lier aux biomolécules, ne vont pas former de complexes stables avec les protéines par exemple. Ils vont avoir un caractère libre dans leur mouvement, existant principalement sous forme d'hydrate, tout en sachant que l'hydratation en elle-même va être faible, ce qui va leur conférer une plus grande mobilité, notamment à travers les protéines membranaires. Les éléments à potentiel ionique intermédiaire peuvent exister à l'état libre, comme c'est le cas du calcium intracellulaire, du magnésium aussi, mais ils peuvent également se lier faiblement aux molécules endogènes, formant des complexes qui sont peu stables, ou bien pour le cas du calcium et du magnésium par exemple, ils vont se lier, ils vont constituer, ils vont avoir aussi un rôle structural au niveau de la charpente osseuse. Et enfin, les éléments à potentiel ionique élevé. Donc, ces éléments ayant un potentiel ionique très élevé vont s'hydrater très fortement avec l'eau. Donc, ils vont avoir une enthalpie d'hydratation qui est très très élevée. Ceci va limiter leur mobilité à travers les protéines membranaires. Ils ne vont pas donc pratiquement les traverser. Il se lie de préférence avec les biomolécules, les protéines et notamment les enzymes. Et dans le cas où le complexe qui est formé avec ces biomolécules sera stable, on va parler de métalloprotéines. Et là, principalement, ces éléments vont jouer le rôle de cofacteurs ou bien d'atomes centrales, c'est-à-dire le centre de la catalyse enzymatique. La deuxième caractéristique qui va conditionner le comportement biologique de ces éléments va être bien sûr le potentiel d'oxydoréduction dont disposent certains de ces éléments, notamment les métaux de transition qui présentent plusieurs états d'oxydation. On a par exemple le fer ferreux, fer ferrique, le cuivre, le cobalt également. Et donc leur potentiel d'oxydoréduction leur permet de jouer un rôle central dans le transfert d'électrons quand on sait que plusieurs processus enzymatiques consistent réellement à des transferts tout simples d'électrons entre différents entre le substrat et voilà, le produit de la catalyse enzymatique. La troisième propriété, c'est la chimie de coordination que permettent certains de ces éléments et la géométrie des molécules qui peuvent être des molécules complexes et complexes qui peuvent être formées. Donc la formation de complexes, elle est notamment due grâce à la présence des métaux de transition et bien sûr qui vont constituer l'atome central, le métal central qui va s'entourer du ligand. Le ligand peut être des acides aminés, des acides nucléiques, des protéines, des lipides, etc. Le métal se trouvant au centre d'un complexe va constituer le site actif où il va y avoir des réactions d'oxydoréduction, de fixation, transfert de substrat ou de groupe, la catalyse, la reconnaissance de sites, etc. Bien sûr, le nombre de coordinations du métal pouvant varier généralement entre 2 à 8 et très fréquemment de 4 à 6 en ce qui concerne les protéines, notamment les métalloprotéines. Donc on peut avoir différentes structures, ça offre à l'organisme un plus grand champ de possibilités pour se structurer, s'adapter et évoluer. On peut avoir une structure tétraédrique par exemple, comme c'est le cas de l'anhydrase carbonique, le métal et le zinc. On a là une coordination de 4. On peut avoir une structure pyramidale à base carrée avec une coordination de 5. C'est le cas de l'hydroxylase où le métal est un atome de cuivre. On peut avoir aussi une structure octaédrique comme c'est le cas de l'hémoglobine avec une coordination de 6.
et bien sûr le métal central est un atome de fer. La quatrième et dernière caractéristique va être la liaison entre le métal essentiel et un ligand. Le nombre de ligands est très important, mais en général, notre métal il va se lier avec des ligands qui disposent de doublets électroniques libres à travers certaines de leurs fonctions, les fonctions amines, les fonctions thiol, etc. Dans tout ça, on peut distinguer entre des liaisons faibles et bien des liaisons fortes. Ça va dépendre principalement de la nature de notre métal. Si notre métal est un métal alcalino-terreux avec un potentiel ionique, disons intermédiaire, la liaison va être à caractère ionique élevé. On peut citer l'exemple d'un métal avec du magnésium, par exemple, ou bien du calcium avec l'oxygène d'une fonction acide des protéines, ou bien la liaison, par exemple, entre le magnésium et l'oxygène de la phosphate de l'ATP qui va permettre de stabiliser cette dernière. Le fait que le caractère ionique de la liaison entre le métal et la fonction, par exemple, va être assez élevé. On va donc avoir une liaison qui est polaire et donc qui est qui est facilement sujette à la rupture, d'autant plus si on sait que l'environnement, le milieu dans lequel ces réactions vont avoir lieu, les milieux dans lesquels ces liaisons vont se former, est un milieu qui est polaire. Le deuxième type de liaison vont être les liaisons fortes et dans ce cas, il va s'agir des métaux de transition qui vont jouer le rôle d'un acide de Lewis. Ces métaux vont se lier par liaison covalente de coordinance avec un atome appartenant généralement à un acide aminé. La liaison se fera bien sûr à travers les atomes d'azote, d'oxygène ou bien de soufre qui vont jouer le rôle de base de Lewis. Les liaisons covalentes de coordinance permettent à la fois, de par leur force relative, de stabiliser les complexes et donc de conserver l'intégrité structurale du métalloprotéine par exemple, mais en même temps elles sont assez faibles pour permettre une certaine flexibilité structurale et surtout une habilité chimique qui est nécessaire par exemple dans certaines fonctions de transfert de groupe. Parlons maintenant du rôle des éléments essentiels. Et bien sûr, on ne va pas détailler le rôle de chaque élément dans l'ensemble des processus physiologiques qui lui sont attribués, mais plutôt on va essayer de mettre la lumière un petit peu sur la logique qui est derrière la fonction et plutôt le lien entre la fonction et les propriétés physico-chimiques. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, et si on prend l'exemple du sodium et du potassium, qui ont des potentiels ioniques très faibles, l'interaction électrostatique avec leur environnement va être très faible également. Ceci va leur permettre d'avoir une grande mobilité et la fonction donc elle va dépendre directement de cette mobilité, fonction qui va consister dans un transport de charge, que ce soit à travers la régulation de l'osmolarité des milieux physiologiques ou bien de la fonction de polarisation. Si on prend l'exemple du magnésium et du calcium, leur potentiel ionique est un peu plus important que celui des métaux alcalins et donc l'interaction avec leur environnement chimique va être de faible à modérée, ceci leur permettant une semi-mobilité, chose qui va être exploitée justement dans le rôle de messager ou bien de déclencheur de réactions, généralement des réactions en chaîne, comme c'est le cas, ou bien des réactions en cascade, pardon, comme c'est le cas du calcium dans le phénomène de coagulation. Ces éléments peuvent également avoir un rôle structural. Le zinc, lui, il a une mobilité qui est intermédiaire et son rôle se limite principalement à sa fonction d'acide de Lewis dans certaines réactions.
Et enfin, les éléments qui vont disposer d'un potentiel ionique élevé à très élevé vont bien sûr avoir des liaisons très fortes avec leur environnement chimique. Elles vont se lier de manière plus ou moins irréversible avec, avec certaines protéines notamment des enzymes. On va parler justement des métalloenzymes. Ceci donc va leur permettre de jouer le rôle de catalyseur dans des réactions d'oxydoréduction, dans différentes réactions enzymatiques. Ainsi, les rôles vont varier en fonction de la propriété du métal, de la nature du ligand et du milieu biologique, c'est-à-dire la localisation de la réaction en elle-même. Il n'est pas étonnant qu'un même élément dans ces conditions puisse avoir plusieurs fonctions. On a l'exemple du fer, on a différentes structures, donc le fer dans l'hémoglobine et le fer dans les oxydases. Là, on a une coordination octaédrique et dans ce cas-là, le fer il va jouer le rôle de transporteur, c'est-à-dire de l'oxygène. Il va uniquement se fixer à l'oxygène de manière réversible. Par contre, le fer dans l'oxydase, son rôle, il va être beaucoup plus lié à l'aptitude du fer à s'oxyder, à être réduit, et donc il va s'agir d'un transfert d'électrons. Donc, parmi les rôles des éléments essentiels, on peut tout d'abord distinguer leur rôle dans la catalyse enzymatique, où l'atome métallique va constituer le centre de cette catalyse. Si on prend l'exemple de l'anhydrase carbonique, qui est une enzyme très importante dans la régulation du pH, donc cette enzyme va permettre à cette réaction qui serait impossible à réaliser sans l'atome de zinc d'avoir lieu. La réaction, donc, elle est toute simple, c'est la réaction entre une molécule d'eau et le dioxyde de carbone pour former l'acide carbonique. Tout d'abord, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir en premier lieu la fixation du molécule d'eau via le doublet électronique de l'atome d'oxygène sur l'atome de zinc et qui va jouer le rôle d'un acide de Lewis. En deuxième lieu, la liaison de coordination va affaiblir la liaison entre l'oxygène et l'atome d'hydrogène, ce qui va permettre la libération d'un proton. En deuxième lieu, une molécule de CO2 va se fixer sur l'atome d'oxygène. En troisième lieu, le zinc il va stabiliser l'anion HCO3-. Et enfin, l'hydrolyse de cette liaison va permettre la libération de l'HCO3- et la régénération de notre enzyme. Le deuxième rôle va consister en un transfert d'électrons. Donc le fait que les métaux, notamment les métaux de transition, possèdent plusieurs états d'oxydation où le métal donc, peut accepter ou bien céder des électrons va leur permettre de jouer ce rôle. On peut citer l'exemple du noyau porphyrine des cytochromes, qui sont des sites de redox par excellence, où là, les métaux qui vont jouer son rôle sont principalement le fer et le cuivre. Ces métaux permettent également un transfert de groupe ou bien d'atomes. Le métal va fixer un groupe ou un atome, exemple un méthyle, du soufre, de l'oxygène, etc. Puis le transférer vers une autre molécule. C'est l'exemple de la méthylcobalamine, comme on l'a vu dans le cours précédent. C'est également le cas de l'hémoglobine par rapport à l'oxygène, tout simplement. Ou bien l'hémocyanine, où c'est le même rôle qui va être joué, mais avec un atome de cuivre.